Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le président Patrice Talon vante les mérites et l'attractivité de l'économie béninoise à Salvador de Bahia, l'une de ses étapes du périple en terre brésilienne. Il a d'ailleurs lancé un appel aux Brésiliens à s'intéresser davantage au Bénin. Il plaide pour un rapprochement des deux peuples. Dans ce journal, nous allons suivre un extrait de sa déclaration. Nous parlerons également du 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO qu'abrite le Bénin depuis ce lundi. Une soixantaine de participants venus des différents pays de l'espace communautaire prennent part à ces assises qu'organise le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi. Nous ferons également un zoom sur les transporteurs béninois qui ont organisé le week-end écoulé un meeting à Abomey-Calavi pour remercier les autorités béninoises et nigérianes suite à l'ouverture d'un poste frontalier à Tsegbana au nord du Bénin. Ils ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la crise bénino-nigérienne en invitant les deux parties au dialogue. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Dans la poursuite de son séjour en terre brésilienne, le président Patrice Talon était à Salvador de Bahia. À cette étape, le chef de l'État a vanté les mérites et l'attractivité de l'économie béninoise. Il a d'ailleurs lancé un appel aux Brésiliens à s'intéresser davantage au Bénin. Il plaide pour un rapprochement des deux peuples. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. Je suis ému parce que ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Et c'est pour ça que je suis ému, mais en même temps à l'aise. Et en même temps un peu frustré. Parce que pour deux communautés, deux régions du monde, deux peuples qui sont si proches par l'histoire, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. Le Bénin ne connaît pas le Brésil. Le Bénin ne connaît pas Bahia. C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe pratiquement pas. C'est pareil, le Brésil ne connaît pas le Bénin. Ma visite ici à Bahia est destinée un peu à faire cette réparation-là. Le monde a connu beaucoup de douleurs. L'histoire des hommes à travers le temps a été toujours émaillée de drames, de domination, de conquête, d'horreur. Mais chaque génération, sans oublier le passé, a le devoir de construire son présent et même son avenir. Monsieur le gouverneur, pour le frère que vous êtes parce que vous êtes de Bahia, et je suis du Bénin pour le frère que vous êtes, je peux vous dire que le continent africain, en ces temps actuels, est seul responsable de son sous-développement. Je le dis avec toute sa gravité. Je le dis avec le risque que je peux ne pas être compris. Mais c'est ça, ce qui caractérise désormais l'état d'esprit du Bénin. Toujours à Salvador, Patrice Talon a eu des échanges avec les parlementaires. À cette occasion, le devoir d'une Afrique qui doit se remettre de son passé et poursuivre sa marche vers son développement est le principal message que Patrice Talon a lancé aux communautés noires du monde entier. Nous allons suivre. L'Afrique est faible, pas seulement à cause de l'esclavage, pas seulement à cause du colonialisme, pas seulement à cause du néocolonialisme, mais l'Afrique est faible par sa faute aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été vidée de son énergie, de son sang, il y a des siècles. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été colonisée que la faiblesse d'aujourd'hui de l'Afrique est exclusivement liée à ce passé. C'est trop facile de tenir ce prétexte pour justifier la faiblesse durable, je dirais peut-être même éternelle de l'Afrique. Il faut en être conscient. Je suis venu porter ce message ici au Brésil. J'ai été à Martinique il n'y a pas longtemps où j'ai porté également ce message que
les peuples noirs doivent se réveiller autrement. Qu'ils soient d'Afrique ou de la diaspora, il est temps que les Africains, que les Noirs, sans oublier le passé, ne restent pas enchaînés dans le passé. Il est temps que l'homme noir prie individuellement, que les communautés noires décident de rentrer dans la compétition en refusant de rester dans les rancœurs du passé. Cela nous faiblit. Cela nous rend vulnérables. Cela fait que nous ne savons pas que nous avons le même potentiel que les autres. Sans oublier les douleurs du passé, si nous nous libérons de cet esclavage nouveau qui est notre souvenir, nous allons nous développer. Loin de Bahia, loin du Brésil, le Bénin abrite depuis ce lundi le 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. Une soixantaine de participants venus des différents pays de l'espace communautaire prennent part à ces assises qu'organise le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture du forum dans ce reportage. Initié en 2017, le Forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO est à sa 6e édition. Les travaux sont ouverts ce lundi 27 mai 2024 à Cotonou. Innover pour avoir un impact. Transformer le volontariat grâce à l'innovation, c'est le thème retenu pour cette édition. L'évolution actuelle de la technologie, l'impact, j'allais dire, dévastateur de l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut plus nous laisser indifférents et nous interpelle quant à notre capacité d'adaptation. Il importe de réfléchir pour mieux se réajuster au risque de disparaître. C'est l'un des défis qui se posent à nos agences de volontariat et à notre organisation sous-régionale de coordination du volontariat. Je voudrais également manifester ma reconnaissance au ministre de l'Économie et des Finances, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'organisation du dit forum. Je lui adresse de cette tribune mes remerciements, sans oublier tous nos partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de la présente rencontre. C'est depuis le 26 mars 2010 que la commission de la CEDEAO a lancé au Libéria le programme des volontaires avec le soutien de la Banque africaine de développement et le programme des volontaires des Nations unies. Le programme vise à créer avec les jeunes des conditions de paix et de réconciliation dans leurs pays respectifs. Il a également pour objectif la promotion du volontariat dans les États membres de l'organisation sous-régionale. Il s'agissait d'abord, dans l'esprit de lancement de ce volontariat, et surtout dans un lieu assez symbolique qui était Monrovia à l'époque, pour marquer la contribution de la jeunesse donc à la reconstruction post-conflit dans ce pays. Il s'agit, dans cette perspective, de bien mesurer le rôle que la jeunesse peut jouer pour la reconstruction d'un certain nombre de pays dévastés par les conflits. Le rendez-vous de Cotonou réunit une soixantaine de participants des États membres de la CEDEAO, des représentants des agences nationales de volontariat de l'espace communautaire, les points focaux de la CEDEAO, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et bien d'autres acteurs. Les travaux du 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO prennent fin le mercredi 29 mai 2024. Parlons à présent de la session de la commission mixte paritaire bénino-nigériane de la délimitation de la frontière. Les travaux ont été lancés ce lundi 27 mai à Cotonou. Une rencontre de 3 jours initiée et portée par l'agence béninoise de gestion des espaces frontaliers ABGF. Elle vise notamment à prévenir les conflits territoriaux entre les 2 États que sont le Nigeria et le Bénin. Ouliat Sanoussi pour plus de précisions. Diverses préoccupations liées à la délimitation de la frontière entre le Nigeria et le Bénin sont au cœur de cette session de la commission mixte paritaire bénino-nigériane qui s'ouvre ici à Cotonou et qui réunit des participants des 2 pays frontaliers.
L'élément qui réunit la commission mixte aujourd'hui est de mieux définir les limites administratives communes entre vos deux pays frères. Il ne s'agira pas d'ériger un mur, mais plutôt de clarifier la frontière et de créer un climat de confiance entre les populations, les collectifs locaux et les États. La Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière a été ratifiée en 2014. L'Allemagne soutient cette coopération transfrontalière et pour consolider les acquis de cette ratification, le Nigeria et le Bénin ont récemment signé l'accord cadre de coopération. L'objectif de cette convention, c'est de faire des frontières de véritables passerelles et que les frontières cessent d'être des barrières. C'est pourquoi je souhaiterais que nos travaux se passent dans la convivialité et qu'à l'issue de 3 jours, que nous aurons de très très bonnes résolutions à confier à nos chefs d'État. Le Nigeria et le Bénin sont un peuple. Les deux pays sont prêts et déterminés pour une franche collaboration en vue de réaliser cet objectif commun. En lançant les travaux, la représentante du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé que le Nigeria et le Bénin partagent une frontière conventionnelle délimitée par des tests coloniaux depuis 1906. Le processus de délimitation de cette frontière a commencé depuis plusieurs années et se poursuit encore. C'est pourquoi, au cours de cette session, vous aurez à faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la session ministérielle tenue le 25 février 2022 à Abuja, relative aux travaux de délimitation dans les secteurs de la rivière Adjara, d'Igbo Kofi Towe et d'Ilo Bogu et les dispositions pour l'installation du comité conjoint d'experts. Vous aurez également à planifier les activités de promotion de la coopération transfrontalière pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets intégrateurs au profit des populations. Occasion pour l'Allemagne de réaffirmer sa disponibilité à soutenir les efforts. L'autorité ministérielle, quant à elle, souhaite que la signature de l'accord cadre sur la coopération transfrontalière facilite l'élaboration et la mise en œuvre des projets intégrateurs au bénéfice des populations transfrontalières vulnérables avec les menaces sécuritaires qui pèsent aujourd'hui sur les deux pays. La phase B du projet asphaltage a officiellement été lancée dans la ville de Kandji le mercredi 22 mai 2024. Il s'agit de la réhabilitation et l'aménagement des voies et la construction des collecteurs dans la commune. Et pour le lancement officiel, une délégation ministérielle avec à sa tête le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane a effectué une descente sur les lieux avec à ses côtés le maître d'ouvrage délégué, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Nous allons suivre. C'est un mercredi joyeux pour les Kandiens et Kandiennes. Les têtes couronnées, les sages, la population de la ville et les autorités communales ainsi que les honorables députés sont témoins du démarrage des travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires de Kandji. Ainsi, c'est la phase B du projet asphaltage dont bénéficient 6 différentes villes du pays qui prend corps ici dans cette commune de la Liborie. Et c'est un programme d'ampleur. Ici à Kandji, c'est plus de 13 km de routes urbaines qui seront aménagées. C'est des kilomètres aussi d'assainissement. Après cela, ce sont des activités commerciales qui vont se développer. À Kandji, nous voulons développer une ville durable, une ville résiliente, une ville saine et où il fait bon vivre. Une partie de la réponse à cette question se trouve donc dans ce programme d'asphaltage. Dans la ville de Kandji sont prévues la construction de voiries urbaines de 13,31 km, 5,8 km de collecteurs d'eau pluviale, 2200 arbres d'alignement et 1120 lampadaires solaires. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro avec à ses côtés comme maître d'ouvrage délégué du projet
la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Sa mission, assurer un bon déroulement des travaux, mais aussi le respect du délai contractuel. Madame, Messieurs, les membres du gouvernement, à travers cette cérémonie, vous venez ainsi de mettre fin aux multiples souffrances de nos populations liées à la dégradation avancée de nos rues. Je formule le vœu de voir ces réalisations achevées dans les meilleurs délais pour le grand bonheur de nos populations. Vraiment, on est très heureux, satisfait. On ne peut même pas compter. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir côté Al-Fatah et ce qui est en cours là, vraiment, on est tellement joyeux. On doit remercier le gouvernement du président Talon. On ne sait quoi dire encore. C'est comme c'est une très très grande fête pour nous, quoi. Parce que nous n'attendons pas à ça. Et voilà que c'est arrivé. La ville de Cannes va devenir comme Cotonou. Prévu pour durer 18 mois, ces travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et de construction des collecteurs d'eau pluviale sont estimés à un coût global de 19,39 milliards de francs CFA. Les populations de la ville ont par ailleurs été exhortées à faciliter la tâche à l'entreprise qui s'occupe des travaux. Outre Kandi, cette phase B du projet asphaltage touche 5 autres villes, dont celle de Djougou, chef-lieu du département de la Donga. Le lancement officiel de la deuxième phase a été effectué dans la matinée du jeudi 23 mai 2024. C'était en présence des populations, des têtes couronnées ainsi que des autorités communales et autres. Voici le compte-rendu de Candide Rouenton. C'est avec l'enthousiasme des populations et tout ce monde réuni ici pour la circonstance que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, et sa délégation procèdent au lancement officiel des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O11B dans la ville de Djougou. Un lancement effectué devant les femmes, les sages, les têtes couronnées, autorités communales et quelques députés qui siègent à l'Assemblée nationale, dont l'honorable Malik Gomina. Ce projet d'asphaltage que vous lancez aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, va conduire à l'amélioration du cadre de vie et à la dynamisation de l'économie et du secteur touristique de Djougou. Djougou va bénéficier du projet d'asphaltage, une initiative qui va transformer totalement le visage urbain de Djougou, qui est déjà un carrefour. Vous voulez aller au Togo, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Burkina, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Nigeria, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au sud du Bénin, vous passez par Djougou. Et tout ça, nous le voyons à travers ce carrefour important que nous traversons tous les matins. Avec l'asphaltage, tout ça va être totalement transformé et nous aurons une visibilité beaucoup plus importante, une urbanisation et une modernisation de la ville. L'aménagement et la réalisation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et la construction des collecteurs d'eau pluviale à Djougou s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. À cet effet, 19,26 km de voiries urbaines, dont plus de 2 fois linéaires de la phase A, 7,36 km de collecteurs d'eau pluviale seront construits. La ville va également bénéficier de 2120 arbres d'alignement et 1060 lampadaires solaires pour l'éclairage public. Pour l'exécution des travaux qui s'étendent sur 18 mois, elle sera la tâche de l'entreprise chinoise Stekol. L'entreprise sélectionnée, Stekol, a pris l'engagement de réaliser ces travaux dans un délai qui ne devra pas dépasser 18 mois. Nous comptons bien nous assurer que cette promesse sera tenue. La SIRAT veillera particulièrement au respect des attentes tant à la fois de la commune que du gouvernement sur les questions de qualité, de respect des délais tels que rappelés, mais également du coût objectif alloué par le gouvernement. Les travaux que nous lançons ce jour engendreront nécessairement des contraintes et des désagréments pour les populations. Nous tenons à les remercier d'avance pour leur compréhension et leur coopération. Le coût de cette deuxième phase du projet asphaltage dont bénéficie la commune de Djougou sur les 6 villes ciblées est estimé à 22,15 milliards de francs CFA.
Les transporteurs béninois ont organisé le week-end écoulé un meeting à Bomekelavi. L'initiative vise à remercier les autorités béninoises et nigérianes pour l'ouverture le 21 mai dernier d'un poste de frontière à Ségouanan au nord du Bénin. Ils ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la crise bénino-nigérienne en invitant les deux parties au dialogue. Le point de la rencontre avec Hugues Vingbe. Suite à l'interdiction du transport fluvial vers le Niger, Cotonou et Abuja sont parvenus à un arrangement pour l'ouverture d'un poste de frontière à Ségouanan, au nord du Bénin. L'objectif poursuivi est de permettre aux marchandises arrivées au port de Cotonou de transiter vers le Niger par ce corridor. C'est pour manifester leur gratitude aux autorités béninoises et nigérianes que ces transporteurs du Bénin ont organisé cette rencontre. Les gens de Nigeria sont venus ici plusieurs fois nous voir. Nous avons marché envers nos autorités plusieurs fois. Dieu n'a pas voulu. Aujourd'hui, il fait jour que nous voyons que la voie s'est ouverte. Donc nous sommes obligés de remercier le Créateur, après pour remercier les deux présents encore. Faisant d'une pierre plusieurs coups, ces transporteurs béninois ont surfé sur l'occasion pour lancer un appel aux protagonistes, mais aussi aux dignitaires religieux et têtes couronnées du Bénin pour la résolution de la crise avec le voisin nigérien. Ce gars-là, nous demandons que nos chefs, que Dieu les a confiés, ce pays, qui sont des rois, des imams, etc., etc. Nous tirons les intentions pour aller au secours de tous les deux peuples, d'aller pour les voir, pour que nous allons s'asseoir, ils n'ont qu'à s'asseoir pour dialoguer. Les dirigeants des deux pays n'ont qu'à mener la balle à terre pour qu'on puisse trouver une porte de sortie. La haine ne peut pas nous amener là où nous voulons. Cette rencontre a été rehaussée par la présence de l'acteur politique béninois Bertin Corvi. Je suis vraiment heureux de la démarche des conducteurs. Parce qu'en réalité, les seules victimes de toute cette histoire de fermeture de frontières, ce sont les transporteurs et les chauffeurs. Moi, j'ai même dit à Niamey, et j'ai dit aussi à certains membres du gouvernement, qu'il faut que la CEDEAO cherche comment dédommager les transporteurs. En attendant la réouverture des frontières avec le Niger, les transporteurs béninois peuvent emprunter le nouveau corridor ouvert par le Bénin et le Nigeria pour rallier Niamey. Parlons médias à présent. Les hostilités sont lancées pour la campagne de Zakiat Latoundji, candidate à l'élection des professionnels des médias, appelée à siéger à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. C'est dans le Septentrion, précisément à Parakou, que la candidate a choisi d'ouvrir sa campagne. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce samedi 25 mai 2024 en présence de plusieurs professionnels des médias et d'autres acteurs de la société, en face desquels Zakiat Latoundji a livré un discours qui renseigne sur son ambition dans le cadre de cette élection. Nous allons suivre. Zakiat Latoundji vient de donner le coup d'envoi officiel de sa campagne dans le cadre de l'élection des professionnels des médias appelés à siéger à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC 7e mandature. C'est depuis cette salle de conférence d'un hôtel de la ville de Parakou, la cité des Kobourou, que la candidate a lancé les hostilités. Déroulées ce samedi 25 mai 2024, cette séance a été l'occasion pour celle qu'on appelle l'Amazone des médias de livrer son discours de lancement de campagne. Un message qui renseigne sur ses ambitions et intentions de défendre les intérêts de la corporation et de consolider la liberté d'expression. Ma candidature est portée par des idées claires, novatrices, audacieuses et même ambitieuses pour le rayonnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et de la presse béninoise, ainsi que le mieux-être des professionnels des médias
que nous sommes. Dans sa déclaration, Zakiat Latoundji, la seule candidature féminine dans la catégorie audiovisuelle, promet de placer les acteurs au cœur de ses priorités. Également, faire de son mandat celui de la restauration et du développement. Force est de constater que pour certaines mandatures, nous avions désigné de véritables ambassadeurs de notre cause. A contrario, certains piètres représentants inefficaces et peu soucieux de nos problèmes ont également été désignés au cours des 30 ans de fonctionnement de l'institution. C'est d'ailleurs ce constat amer qui justifie ma candidature, celle de l'audace, de l'engagement, à œuvrer pour redorer le blason de l'institution et mettre les préoccupations et les attentes des professionnels des médias au cœur des initiatives. La séance a connu la présence d'un parterre de professionnels des médias, aussi bien du secteur public que du privé, ainsi que des autorités morales venues apporter leur soutien à la candidature. En soutenant la candidature de Zakiat à la HAC, nous affirmons notre indépendance d'esprit et notre liberté en tant qu'individu conscient, capable de voter en toute liberté et en toute conscience sans céder aux pressions extérieures. Refuser de soutenir Zakiat reviendrait à nous exclure nous-mêmes, en montrant que la HAC reste inaccessible à quelqu'un de notre condition, même si elle est la plus qualifiée pour améliorer notre situation. Femme au parcours inspirant, la candidate Zakiat Latoundji, journaliste et présentatrice, a affiché une volonté manifeste de participer à la construction d'une presse plus professionnelle avec des acteurs épanouis. Rendez-vous au soir du 9 juin prochain pour savoir si les électeurs ont accordé de l'intérêt à ces engagements. Bon vent donc à Zakiat Latoundji et bonne chance à tous les candidats à cette 7e mandature de la HAC. L'entreprise Happy Service Monde célèbre en différé la 7e édition de la Journée mondiale des abeilles qui a eu lieu chaque 20 mai depuis le 2018. Ceci à travers une journée d'échange et de partage sur l'importance de ces insectes pollinisateurs pour la survie de l'écosystème. L'activité s'est déroulée ce vendredi 24 mai à Parakou, couplée avec la remise du prix de concours Abeilles pour la vie. Elle a connu la présence des représentants du directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et son collègue de l'inspection forestière du Borgo. Reportage. Volons au secours des abeilles. C'est autour de ce thème mondial que s'est déroulée cette célébration organisée par l'entreprise Happy Service Monde. Une occasion propice pour rappeler la fonction indispensable des abeilles dans la biodiversité et pour la survie de l'espèce humaine. La célébration de la Journée mondiale des abeilles marque une occasion solennelle de pouvoir réfléchir et de mener des actions qui vont toucher la protection des abeilles, qui sont des espèces cruciales pour le bien-être, pour le développement durable, à travers le service qu'elles rendent au monde, à la planète, je vais dire, parce que les abeilles, elles sont garantes de la pollinisation. À plus de 70% des cultures dans le monde de la végétation dépendent de leurs actions de pollinisation. De ce fait, mettre en place une journée et discuter et réfléchir sur leur bien-être est vraiment une opportunité. Conférences, débats, panels sur divers thèmes, sketchs et autres présentations, la journée a été riche en activités. La finalité étant d'amener chacun à mesurer l'importance de ces insectes pollinisateurs et surtout face aux multiples menaces qui pèsent sur leur survie. Il n'y a pas cette communauté, il n'y a pas cette coopérative, il n'y a pas ce village où la destruction des ruches n'est tout le temps enregistrée. Face à ce phénomène, j'attire l'indiligence de la DDARP et de la zone forestière. Permettez-moi alors de conclure en réaffirmant l'engagement de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgo à soutenir toutes les initiatives visant à protéger nos abeilles. Ensemble,
nous pouvons assurer la préservation de notre biodiversité et la sécurité alimentaire de nos communautés. L'un des moments importants de cette célébration est la remise de prix de la première édition du concours Abeilles pour la vie. Une initiative lancée depuis 2021 et qui vise à faire la promotion de l'apiculture. Dame Zulfa Oussidi remporte le premier prix du concours, mais ce sont au total 6 personnes qui obtiennent une bourse de formation en apiculture décernée par l'entreprise Api Service Monde. Cette récompense est un coup de projecteur que nous comptons bien utiliser à la fois pour notre évolution personnelle dans le métier d'agronome, mais également pour sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de la sauvegarde de notre biodiversité. On a gagné quelque chose de très très positif parce qu'au sortir d'ici, on pourra réellement faire comprendre à ceux qui n'ont pas pu participer à cette journée en quoi c'est important. Après la présentation de quelques techniques de test de qualité du miel, la journée a pris fin naturellement par la dégustation des différents miels et une photo de famille. La 19e édition des Jeux concours nationaux de culture générale organisés par l'ONG Promo Éducation et Loisirs a connu son épilogue. C'est à travers une cérémonie de remise de prix aux lauréats qui s'est tenue ce samedi à Cotonou. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs autorités administratives. Les détails avec Hugues Vimbe. Ils sont au total 500 à recevoir leur prix dans le cadre de cette cérémonie de clôture de la 19e édition des Jeux concours nationaux de culture générale. Ces élèves et étudiants ont été sélectionnés après avoir répondu à diverses questions portant notamment sur le tourisme, la littérature, l'actualité nationale et internationale. Ces Jeux concours sont initiés par l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Les Jeux concours visent à développer le goût de recherche chez les élèves et étudiants qui sont invités à se rapprocher des personnes ressources, parcourir les bibliothèques, les cyber, contacter des professeurs, des amis, tous ceux qui sont en mesure de leur fournir de bonnes et de très bonnes informations. Plusieurs autorités administratives ont marqué de leur présence cet événement. Nous invitons les lauréats d'aujourd'hui à maintenir le cap et ceux qui n'ont pas pu être nominés à redoubler d'efforts car tout travail bien fait mérite sa récompense. Mesdames et messieurs les organisateurs et à la tête, Monsieur Gabin Idou, recevez une fois encore nos félicitations. Chers lauréats, je voudrais vous dire que si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit du travail bien fait. C'est le fruit de la persévérance. Le parrain de l'événement a saisi l'occasion pour féliciter les lauréats et leurs parents. Vous avez travaillé, vous avez cherché, vous avez fouillé, vous êtes allé dans les cyber. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons nombreux comme ça. Je vous félicite. Je veux féliciter également les parents d'élèves, parce que sans leur accompagnement, vous ne serez pas ici. Les 3 premiers de cette 19e édition des Jeux concours nationaux de culture générale sont repartis avec une moto, un ordinateur portatif, un poste téléviseur écran plasma, des bons de colonie à Accra et un pack de papier hygiénique. Les autres récompenses distribuées à cette occasion sont entre autres des pagnes, des dictionnaires et des matelas. L'ONG Promo Éducation et Loisirs vient de nous prouver sa crédibilité et sa bonne foi quant à la teneur effective de la cérémonie de remise des prix aux lauréats issus de la 19e édition nationale des Jeux concours de culture générale. Marquée de prestations chorégraphiques, la cérémonie s'est achevée par la remise d'un trophée, prix de rayonnement de l'administration publique à la représentante du ministère de la fonction publique. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.